Le 12 avril 2025, une date qui aurait pu marquer un tournant dévastateur dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Dans l'ombre, un complot inquiétant se préparait contre le Burkina Faso. Un réseau de collaborateurs avait méticuleusement planifié l'assassinat du président Ibrahim Traoré et visait à plonger le pays dans un chaos sans précédent. Ces individus coordonnèrent leurs efforts avec des groupes terroristes, préparant des attaques simultanées contre la population civile et les forces armées burkinabais. Un plan si sophistiqué qu'il a failli réussir. Heureusement, des soldats loyaux au sein des forces armées ont exposé le complot, choisissant la fidélité à leur patrie plutôt que la trahison. Mais l'affaire prend une tournure encore plus troublante. Le cerveau derrière ce coup d'État manqué s'est enfui en Côte d'Ivoire où, au lieu de faire face à la justice, il a été accueilli à bras ouverts. Pourquoi un pays africain frère abriterait-il quelqu'un qui a tenté de déchirer une nation voisine ? Selon le ministre de la Sécurité burkinabé, l'un des principaux acteurs derrière ce complot meurtrier est le colonel Amadé Barry, un officier respecté et membre senior du bataillon de justice militaire du Burkina Faso. Un homme investi de la confiance nationale, chargé de la sécurité du pays, transformé en son ennemi. Barry avait accès aux renseignements militaires les plus sensibles et les a transmis aux chefs terroristes, parfaitement conscient des conséquences destructrices que cela pourrait engendrer. Ce n'était pas une erreur ou un faux pas, mais une trahison calculée. Barry a utilisé son influence pour entraîner d'autres officiers dans sa mission, les séduisant avec des promesses de pouvoir et de richesse s'ils aidaient à renverser le président Traoré. Plus grave encore, il a contacté et corrompu le groupe milicien VDP, semant des graines de trahison dans leurs rangs. Puis il a disparu sans laisser de traces, jusqu'à ce que les services de renseignement burkinabés découvrent qu'il s'était enfui en Côte d'Ivoire. Selon ces sources, le plan d'assassinat du président Traoré est toujours actif, coordonné depuis Abidjan avec un nouvel objectif, frapper avant juin 2025. Ils ont échoué le 12 avril, mais au lieu de reculer, ils ont simplement reporté leur action. Cette situation est d'autant plus déchirante que ces traîtres sont des citoyens burkinabés qui se sont retournés contre leur propre pays. Ces individus ont fermé les yeux sur la transformation sous Traoré, les réformes audacieuses, la fierté nationale retrouvée et l'espoir qu'il a insufflé, et ce qui rend la situation encore plus douloureuse. La Côte d'Ivoire, un pays voisin, notre supposé frère, a choisi de protéger ces traîtres au lieu de collaborer avec les autorités burkinabées pour les traduire en justice. La raison semble évidente pour quiconque prête attention. La présidence ivoirienne agit comme une marionnette contrôlée par les mêmes mains qui se sont immiscées dans les affaires africaines depuis des décennies. Alexandre Ouattara n'est pas arrivé au pouvoir par ses propres moyens. Sa prise de pouvoir en 2011 est intervenue avec le soutien total de puissances étrangères. L'histoire de Ouattara révèle une stratégie et une manipulation de longue date qui a commencé il y a des décennies. En 1968, un jeune Ouattara n'avait que 26 ans lorsqu'il a été sélectionné pour un poste au Fonds monétaire international. Son ascension n'était pas une coïncidence. En 1973, il a été nommé chargé de mission à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, commodément basé à Paris. 2 ans plus tard, nouvelle promotion. Et en 1983, il est devenu vice-gouverneur de la BCEAO. Mais pendant que Ouattara était préparé au leadership, des puissances étrangères travaillaient simultanément en coulisses pour déstabiliser l'économie ivoirienne. Les politiques étaient à manipuler, la croissance étouffée, et lentement, l'économie commençait à s'effondrer. Ce n'était pas un accident, mais un sabotage parfaitement chronométré. Car une fois la Côte d'Ivoire désespérée, noyée dans la crise économique, Ouattara a été présenté comme le sauveur, l'homme qui pourrait sauver la Côte d'Ivoire. Mais il n'a jamais été question de sauver le pays. Il s'agissait de contrôle. Alors que l'économie ivoirienne s'enfonçait davantage dans la crise, le plan pour Alexandre Ouattara s'est intensifié. Avec un soutien international, Ouattara est retourné au FMI comme directeur du département Afrique et conseiller du directeur général. 4 ans plus tard, il est revenu à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest comme gouverneur, un poste commodément basé en France. À ce moment-là, l'économie ivoirienne était exsangue. En 1990, Ouattara a été nommé à la tête du programme de stabilisation économique de la Côte d'Ivoire. La stratégie était claire, le présenter comme un héros national capable de résoudre tous les problèmes. Le président Houphouët-Boigny, affaibli par le cancer, a finalement été contraint de nommer Alexandre Ouattara Premier ministre de Côte d'Ivoire fin 1990. C'était un coup de maître. Un homme loyal aux intérêts étrangers occupait désormais un poste politique clé. En 1991, pour sceller sa loyauté, Ouattara a épousé Dominique Claudine Nouvian, une femme française profondément enracinée dans les cercles élitistes.
La cérémonie a été officiée par Nicolas Sarkozy, alors maire de Neuilly-sur-Seine, qui deviendrait plus tard président. Ce n'était pas qu'un simple mariage, mais une confirmation symbolique de ses allégeances. La prise de pouvoir ne s'est pas produite du jour au lendemain. Après avoir obtenu le poste de Premier ministre pour Ouattara, l'objectif suivant était clair, la présidence. Un par un, toute figure qui pourrait potentiellement défier Ouattara a été stratégiquement écartée. Lors des premières élections multipartites du pays, en 1990, l'un des premiers actes d'Ouattara en tant que Premier ministre a été d'emprisonner Laurent Gbagbo, le seul véritable candidat de l'opposition, ainsi que son épouse Simone. Après la mort du président Houphouët-Boigny, Ouattara a tenté de s'emparer du pouvoir en s'autoproclamant successeur. Mais le peuple ivoirien a soutenu Henri Konan Bédié, que le défunt président avait choisi comme successeur légitime. De nombreux Ivoiriens considéraient Ouattara comme un étranger, pas seulement politiquement, mais culturellement. Ses liens profonds avec l'ancien maître colonial faisaient ce que beaucoup remettaient en question sa loyauté. De plus, ses origines burkinabées l'ont disqualifié des élections présidentielles de 1995. Avant les élections de 2000, le président Bédié a été soudainement renversé par un coup d'état militaire, seulement 4 mois après que Ouattara ait démissionné du FMI et soit retourné en Côte d'Ivoire. Une coïncidence troublante. Malgré ce coup d'état, Ouattara était toujours inéligible pour les élections de 2000 en raison de ses origines burkinabées. C'est Laurent Gbagbo qui a remporté ces élections, provoquant la colère des puissances étrangères qui ont alors lancé une guerre économique contre lui. Au cours des 10 années suivantes, tous les outils économiques internationaux ont été utilisés pour saper Gbagbo. L'aide a été coupée, les prêts bloqués, la restructuration de la dette sabotée. En 2002, seulement 2 ans après le début de la présidence de Gbagbo, une guerre civile a éclaté. On croit largement que des puissances étrangères ont soutenu la rébellion en armant les partisans de Ouattara dans les régions du Nord. Ce n'étaient pas simplement des combattants voyous, mais des forces stratégiquement placées pour diviser le pays et déclencher le chaos. Le chaos qui s'est ensuivi n'était pas accidentel, mais orchestré. Les rebelles du nord d'Ouattara ont déclenché une violence délibérée, divisant la Côte d'Ivoire en deux. Le nord est tombé sous le contrôle des forces d'Ouattara, tandis que le sud est resté loyal au président démocratiquement élu. Sous prétexte de rétablir la paix, des troupes étrangères ont été déployées, soutenant les forces d'Ouattara. La guerre a continué pendant près d'une décennie avec un bilan humain dévastateur. En novembre 2010, une élection présidentielle a eu lieu au milieu des décombres. C'est alors qu'Alexandre Ouattara, l'homme même derrière la guerre et la division, a été présenté comme le sauveur. Avec un soutien international, Ouattara a lancé une offensive finale. Pendant plus de 3 mois, la nation a brûlé. De violents combats ont éclaté entre les forces de Gbagbo et les rebelles d'Ouattara. Des milliers de civils ont été massacrés. Dans un seul village, plus de 800 personnes ont perdu la vie. Le 3 avril 2011, Nicolas Sarkozy a ordonné aux forces françaises de protéger Ouattara, puis a envoyé 1500 soldats pour capturer Gbagbo. La résidence présidentielle a été détruite par des frappes d'hélicoptères, des missiles et des chars. Gbagbo a finalement été capturé et Ouattara a été officiellement installé au pouvoir. Aujourd'hui, nous voyons le même scénario se dérouler au Burkina Faso. Le président Traoré n'est pas simplement un autre dirigeant. C'est un anti-impérialiste audacieux, coupé du même tissu que Thomas Sankara. Il a osé dire non aux influences étrangères. Il a exposé leurs mensonges. Et pire encore, il a inspiré une révolution au Sahel qui change le cours de l'histoire africaine. À cause de Traoré et des dirigeants militaires du Mali et du Niger, certaines puissances ont perdu le contrôle. Plus d'uranium du Niger, plus d'or du Burkina Faso, alors que font-ils? Ils reviennent à ce qu'ils connaissent le mieux, déstabilisation et manipulation. Le complot d'assassinat contre Traoré, les rebelles, le refuge sûr en Côte d'Ivoire. C'est le même vieux scénario, créer le chaos, financer des agents internes, protéger les traîtres et, lorsque le moment est venu, remplacer le révolutionnaire par une marionnette. Si des puissances étrangères voulaient évincer Traoré et reprendre le contrôle du Burkina Faso, quel meilleur outil pourraient-elles utiliser que leur propre marionnette, le président de la Côte d'Ivoire? Le président Traoré a sonné l'alarme depuis des mois, avertissant que la Côte d'Ivoire travaille avec des intérêts étrangers pour déstabiliser le Burkina Faso. Mais beaucoup ne l'ont pas cru. Maintenant, la vérité est indéniable. Les traîtres qui ont comploté pour tuer Traoré se sont enfuis en Côte d'Ivoire. Et voici la partie qui rend l'affaire encore plus claire. Le président Ouattara a des racines burkinabais. Il a de la famille et des connexions de longue date au Burkina Faso. Avec un soutien financier et politique étranger, le président Ouattara n'a pas seulement offert un abri aux traîtres ciblant le Burkina Faso.
il a mis en place un centre d'opération pour eux à Abidjan. Les médias ivoiriens ont également mené une campagne de dénigrement contre Traoré, le qualifiant de dictateur et l'accusant d'incompétence et même de génocide. Selon certains rapports, Ouattara aurait été impliqué dans au moins 3 tentatives précédentes de coup d'État au Burkina Faso pour renverser le président Traoré. L'année dernière, debout devant des milliers de personnes au Palais des Sports à Ouagadougou, Traoré avait lancé un avertissement. Il avait dénoncé ceux qui alimentent le chaos depuis l'ombre et avait déclaré « Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose contre celui qui gouverne la Côte d'Ivoire. » Il avait alors révélé « Il y a un centre opérationnel à Abidjan financé par l'étranger et soutenu par le Bénin et la Côte d'Ivoire, dont la mission est de déstabiliser le Burkina Faso. » À l'époque, beaucoup avaient qualifié cela de paranoïa. Mais aujourd'hui, les traîtres se sont enfuis précisément à Abidjan, confirmant les avertissements de Traoré. Les événements récents au Burkina Faso font partie d'un mouvement plus large d'affirmation de souveraineté en Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont tous pris des mesures décisives pour affirmer leur indépendance. Ils ont expulsé des bases militaires étrangères, annulé des contrats d'exploitation inégaux et forgé de nouvelles alliances. Ces 3 pays ont formé leur propre alliance, l'Alliance des États du Sahel, AES, une coalition décidée à forger son propre chemin sans interférence extérieure. Pour le peuple burkinabé et tous les Africains qui valorisent la véritable indépendance, le message est clair, restez vigilants. La trahison peut venir de l'extérieur, mais elle peut aussi venir de l'intérieur. Le complot contre le président Traoré a échoué cette fois, mais la menace persiste. Les traîtres sont toujours là, en sécurité en Côte d'Ivoire, planifiant leur prochain mouvement. Le Burkina Faso, terre des hommes intègres, a toujours été à l'avant-garde de la résistance africaine. Depuis Thomas Sankara jusqu'à Ibrahim Traoré, il a montré ce qui est possible lorsqu'un peuple décide de prendre son destin en main. La tentative d'assassinat manqué contre le président Traoré n'est pas simplement une menace contre un homme ou même un pays. C'est une attaque contre l'idée même d'une Afrique libre et souveraine. Qu'en pensez-vous? Faites-nous savoir en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire et de la partager.